Chapitre 19. Le héros qui respire encore. Le lendemain matin, le Québec avait exactement la même couleur que la veille. Une lumière froide, une neige qui durcit les contours, un ciel trop bas qui écrase les toits et les épaules. Montréal continuait son mélange habituel de langues, d'odeurs et de culture, les cafés remplissaient encore les mains engourdies, les autobus avalaient des rangées de visages fatigués, et les stations de métro recrachaient leur foule comme si rien n'avait changé. Pourtant, quelque chose avait basculé. Parce qu'un héros était supposé être mort. Et il ne l'était pas. Yvon Tremblay n'avait pas besoin d'une confirmation officielle pour le comprendre. Il l'avait senti dans la mécanique du tueur, dans la manière dont la voix avait prononcé sa promesse, dans cette précision presque mathématique qui ne laissait jamais place au hasard. Lorsque la faute était réelle, la parole était tenue. Cette nuit-là, Yvon avait donné un nom qui portait une faute. Le prix avait été payé ailleurs. Poutine restait près de lui, plus attentif que d'habitude. Le chien ne s'éloignait plus, comme si quelque chose, depuis le mot confession, avait changé dans sa façon de lire l'espace. Il ne faisait pas confiance à la distance. Yvon, lui, attendait le contre-coup. Il arriva plus tôt que prévu. Pas sous la forme d'un appel masqué. Un simple message texte, provenant d'un numéro normal, humain, presque banal. Je sais que tu étais dans l'histoire. Je suis vivant. On doit parler. Pas au poste. Pas par radio. Pas devant une caméra. J'ai 10 minutes. Après ça, je disparais. Yvon relut le mot disparaître plusieurs fois. Un homme sauvé ne pense pas à se montrer, il pense à se cacher. Cela voulait dire que le danger ne venait plus seulement du tueur. Il venait aussi de l'institution. Il répondit d'un seul mot. Où? L'adresse arriva aussitôt. Un endroit ordinaire, un lieu de passage que personne ne remarque vraiment, un décor noyé dans la routine quotidienne. Un Tim Hortons près d'un axe routier. Yvon n'aimait pas les rencontres publiques, mais il comprenait la logique. Dans un endroit banal, deux hommes qui parlent deviennent invisibles. Il s'y rendit avec Poutine. À l'intérieur, l'air sentait le sucre, le café brûlé et les manteaux mouillés. Des clients entraient et sortaient sans lever les yeux, une employée répétait mécaniquement les mêmes phrases, et la télévision accrochée au mur diffusait des nouvelles sans son. Tout respirait la normalité. C'était parfait. Yvon repéra l'homme au fond de la salle. Le héros n'avait rien d'un héros. Il ressemblait à un policier qui a déjà fait ses adieux à la vie, puis qui a découvert au réveil qu'il était encore là sans comprendre pourquoi. Ses yeux étaient rouges de fatigue, ses mains entouraient un café qu'il ne buvait pas, et il gardait le dos collé au mur, le regard fixé sur la porte. Quand Yvon s'assit, l'homme ne dit pas bonjour. Il murmura simplement qu'il n'était pas supposé être en vie. Yvon répondit que personne n'était supposé être dans cette histoire, et que ça ne voulait plus rien dire. Le policier hocha la tête, comme si cette vérité lui faisait plus mal que tout le reste. Il expliqua qu'il avait reçu l'appel lui aussi, brièvement, juste assez pour comprendre qu'il n'était plus un homme mais un symbole, et qu'à partir du moment où quelqu'un te parle comme ça, tu ne peux plus faire semblant. Ce n'est pas un appel, dit-il, c'est une main sur ta nuque. Yvon lui demanda ce qu'il savait réellement. L'homme prit le temps de réfléchir, puis il parla sans détour. Il dit que le problème n'était pas seulement l'incompétence ou le manque de moyens, mais des policiers qui utilisent la procédure pour étouffer les choses, qui modifient des détails, qui ferment des dossiers pour que la machine continue d'avancer sans se salir. Pas assez pour faire scandale. Assez pour tuer la vérité lentement. Puis il prononça un mot qui fit immédiatement écho dans la tête de Yvon. DPJ. Il expliqua qu'il avait vu passer des dossiers liés à ça, des plaintes, des signalements, des situations trop complexes pour être réglées vite, et que ces dossiers traînent toujours de la boue avec eux. Certains noms, ajouta-t-il, semblent protégés par l'habitude, par les connexions, par la peur de ce que la vérité provoquerait. Personne ne les touche. Personne ne veut ouvrir ces boîtes-là. Après un moment d'hésitation, il sortit une feuille pliée, froissée par le temps, qu'il gardait dans sa poche depuis trop longtemps. Il la posa sur la table entre eux. Poutine renifla le papier, puis recula légèrement. Yvon la déplia.
Ce n'était pas un document officiel, seulement une liste manuscrite. Des noms, des matricules, des notes rapides griffonnées à côté. Pression. Silence. Rapport modifié. Preuve perdue. Contact DPJ. Dossier classé. Ce n'était pas spectaculaire. C'était pire. C'était cohérent. Une structure invisible. Le policier admit que la liste n'était pas complète, mais qu'il la gardait depuis des années, au cas où quelqu'un aurait enfin le courage d'en faire quelque chose. Il pensait que le tueur possédait déjà une partie de ces informations, parce qu'il savait trop de choses, trop tôt, trop précisément. Quand Yvon lui demanda pourquoi il lui donnait ça maintenant, la réponse fut simple. Parce que la police allait mentir encore, parce que ses supérieurs choisiraient une version confortable, et parce qu'il refusait d'être le prochain chapitre. Il ajouta qu'il avait déjà refusé de falsifier un rapport une fois, et qu'il en avait payé le prix discrètement, déplacé, mis de côté, rendu invisible. Le système, dit-il, n'aime pas les gens propres, parce qu'ils révèlent la saleté. Puis il baissa les yeux et avoua quelque chose de plus dur. Il n'était pas innocent. Il n'avait pas falsifié, mais il avait fermé les yeux une fois, pour protéger sa carrière, pour garder sa place, pour éviter d'être broyé. Au Québec, on appelle ça être raisonnable, expliqua-t-il, mais dans une histoire comme celle-ci, le raisonnable finit toujours par tuer quelqu'un. Yvon comprit alors pourquoi cet homme avait été choisi comme héros. Parce qu'il n'était ni pur ni pourri. Juste humain. Et donc fragile. Le policier se leva, remercia à peine, et quitta le café sans se retourner. Yvon resta seul avec la liste. Un cadeau et un piège à la fois. Un cadeau, parce qu'elle ouvrait enfin une porte vers l'origine du mal. Un piège, parce que si le tueur la voulait, il trouverait une façon de la récupérer. Poutine fixait encore la porte, immobile, comme s'il attendait une présence que personne d'autre ne pouvait sentir. Yvon replia la feuille lentement. Et une seule question tourna dans sa tête. Si la police ment, qui protège la vérité? Et si c'est lui qui la porte maintenant, combien de morts cette vérité va coûter avant d'être entendue?